C'est bon? Oui. Donc, je peux y aller? Tout à fait, merci. OK, donc, bonjour à tous. Merci à Lionel pour m'avoir invité. Ça me fait plaisir de partager des récents résultats de recherche qu'on a fait. En fait, je suis maintenant à l'hôpital Sainte-Justine depuis 1 an et demi. Je suis arrivé quelques mois avant le début de la pandémie. J'ai travaillé pendant presque 20 ans avec Pierre Talbot, qui, lui, a travaillé pendant, ça fait 36 ans, je pense, qu'il travaille sur les coronavirus humains et murins. Et plus spécifiquement dans un contexte qui n'est pas du tout au niveau des voies respiratoires, mais plus au niveau du système nerveux. Donc, je vais vous présenter des résultats, les résultats les plus récents qu'on a eus par rapport à ça, avec un lien avec la COVID-19 et le SARS-CoV-2, bien sûr. En termes, j'ai une trentaine de diapositives. En termes de nombre de diapositives, la recherche puis l'intro sur les coronas, c'est à peu près pareil, mais je vais passer plus rapidement sur les coronas. Je voulais quand même refaire quelques petits rappels. Je suis certain que Lionel t'a bien donné un cours, je crois, sur les coronavirus et la COVID déjà. Cette session-ci. Oui, dans le fond, ils ont eu des cours, sous forme de vidéo, mais oui, ils ont eu déjà pas mal d'informations Ça va être juste des petits rappels. Sur COVID-19. OK, ça va être des petits rappels. Ça vaut la peine de s'attarder sur certains trucs, surtout qu'il y a des liens où je vais vous parler des fameux variants un peu, puis surtout en lien avec la protéine S, qui est celle dont on parle beaucoup parce que, justement, les variations ne sont pas exclusivement dans cette protéine-là, mais beaucoup. Et en plus, c'est l'épitope qui a servi à faire les vaccins qui sont déjà homologués et que, personnellement, j'ai reçu déjà il y a 1 mois parce que je suis dans le milieu de la santé maintenant. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, voilà, vous avez probablement déjà vu cette image. Ce n'est pas le SARS-CoV-2, mais c'est une image typique d'un coronavirus, que ce soit le SARS-CoV-2 ou les nombreux coronavirus qui circulent à chaque année. Parce qu'il faut savoir que les coronavirus, il y en a beaucoup, y compris chez l'humain. Je vous fais un très, très, très rapide historique. On les connaît, vous voyez, depuis presque 100 ans. Les premiers virus, le premier, c'était chez un virus de volaille. Le deuxième chez la souris. Dans les années 60, on a commencé à découvrir que les coronavirus pouvaient infecter les humains. Et en 67, c'est là qu'on a donné le nom de coronavirus à cause de la morphologie en couronne que je viens de vous présenter sur le diapo précédente. Donc, les espèces, c'est justement l'espèce de couronne qu'on voit autour de la boule plus ou moins bien formée qui est le coronavirus. Donc, couronne en latin corona, d'où le nom super original qui a été donné. En 2003, il y a eu vraiment un tournant dans la recherche par rapport au coronavirus parce que c'est la première pandémie moins importante que celle d'aujourd'hui, mais qui a quand même affecté plus de 8000 personnes à travers le monde. En tout cas, il y a 8000 cas confirmés de laboratoire. C'est probablement plus que ça, la quantité de personnes qui ont été infectées, mais c'est toujours des évaluations. Comme aujourd'hui, on parle de centaines de millions de personnes infectées par le SARS-CoV-2. C'est probablement 3, 4, 5 fois plus que ça en réalité. Ce n'est pas tout le monde qui se fait tester, évidemment, et tout. Bon. Donc, d'ailleurs, ça a eu tendance pendant très longtemps à surévaluer la mortalité associée à cette infection-là, qui n'est pas si élevée que ça en pourcentage, mais bien sûr, comme le virus se répand beaucoup, ça finit par faire beaucoup de personnes. Suite, justement, à la découverte du premier SARS-CoV-2, donc le petit cousin de celui qui nous achale depuis 1 an, il y a eu plus de recherches qui s'est faite, puis on a découvert des nouveaux coronavirus. En fait, ceux dont le nom commence par HCOV, c'est toujours pour Human Coronavirus. Ce sont des virus circulants sur lesquels je vais revenir un peu tantôt parce qu'on a surtout, nous, travaillé sur ces virus-là à l'époque où j'étais à l'Institut Armand-Frappier avec Pierre Talbot. Donc, ces 2 virus-là qu'on a découverts en 2004-2005, mais aujourd'hui, on sait, pour être revenu sur de vieux échantillons respiratoires, on sait qu'ils existaient presque en même temps que les 2 plus vieux coronavirus humains qui sont ceux-là ici. C'est juste qu'on ne les avait pas découverts encore. On les a découverts grâce à des techniques de biologie moléculaire. En 2012, il y a eu une autre épidémie assez importante, moins que celle du SARS-CoV-2 en 2003.
Mais quand même, cette épidémie-là, on n'entend plus vraiment parler à cause de la COVID, mais elle est toujours active, sauf que c'est un virus, je vais y revenir tantôt, donc c'est un virus qui est beaucoup plus mortel, beaucoup plus que le SARS-CoV-2 qui cause la COVID. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne se répand pas de façon aussi efficace. Et finalement, donc, en 2019, est arrivé le SARS-CoV-2. Donc, si on fait un portrait vraiment rapide, je m'attarde simplement au fait que vous voyez ici, il y a 4 genres dans les coronavirus. Vous avez peut-être déjà entendu le SARS-CoV-2, on parle d'un bêta-coronavirus. Donc, si on s'attarde au milieu à l'humain ici, vous voyez les 4 souches courantes ou circulantes, dont le nom commence tous par HCOV. Il y en a de 2 genres. On va s'attarder, nous, surtout au genre en rouge, donc les bêta-coronavirus. Je vais vous présenter des résultats de recherche avec ce virus-là, le HCOV-OC43. Et dans le même genre, donc, on retrouve le SARS-CoV-2, le MERS-CoV-2 et le petit nouveau SARS-CoV-2. Oui, donc, voilà. Associé à ça, il y a la chauve-souris. Je prends un instant là-dessus parce que vous avez sûrement vu dans vos cours ou entendu aux nouvelles qu'on pense, on est pas mal certain en fait, que l'origine de ces coronavirus-là est la chauve-souris. En fait, c'est le cas pour tous les coronavirus qui infectent les mammifères, dont l'humain à peu près. Donc, juste un petit rappel très bref sur les 4 souches courantes ou circulantes. Donc, c'est des virus qui sont très ubiquitaires, ils sont partout sur la planète, surtout dans les hémisphères nord, prévalents, comme je l'indique ici, chez presque 100% de la population. Vous avez probablement déjà eu tout le monde une ou plusieurs infections à coronavirus parce qu'il y a quand même 4 souches différentes et on peut être infecté une année par celle-là, une autre année par là, ou même 2 années de suite par la même souche. D'ailleurs, c'est un sujet de discussion par rapport au SARS-CoV-2. Est-ce que les réinfections sont possibles? Jusqu'à présent, il n'y en a pas beaucoup de démontrés hors de tout doute, mais il y en a quand même quelques-unes fortement suggérées à travers le monde. Donc, c'est possible parce que ce sont bien sûr des virus qui mutent beaucoup. Voilà. Donc, ici, dans un pays comme le Canada, les pics épidémiques, c'est à la fin de l'hiver. Okay? Donc, c'est de janvier, février, mars. Habituellement, on aurait déjà ici à Sainte-Justine, c'est un virus sur lequel qu'on détecte de façon quotidienne. On devrait déjà avoir au moins une centaine de cas répertoriés. Ceux qu'on a eus, ça se compte sur les doigts d'une main jusqu'à présent. Et d'ailleurs, la même chose, la grippe, notre virus respiratoire, on a eu 0 cas au Canada jusqu'à présent. Donc, les vaccins, ça marche et le confinement, ça marche. C'est des belles preuves de ça. Je vais juste faire un petit commentaire éditorial là-dessus. Donc, ces coronavirus courants ou circulants, les HCOV, habituellement, donc, ils infectent les voies respiratoires supérieures. Ils sont, comme c'est indiqué ici, associés à 15 à 20 des rhumes. Et ils peuvent aller aux voies respiratoires inférieures chez des populations vulnérables, donc les nouveau-nés, les jeunes enfants, patients immunosupprimés ou les personnes âgées. Donc, des personnes dont le système immunitaire n'est pas top, soit qu'il n'est pas complètement formé, comme chez les nouveau-nés, les jeunes enfants. Les immunosupprimés, bien sûr, des gens qui prennent de la médication pour limiter l'activité du système immunitaire et les personnes âgées. On a vu avec le SARS-CoV-2 que c'est les personnes qui sont les plus touchées. La raison principale, leur système immunitaire est beaucoup moins en forme. Quand on est rendu à 70, 75 ans, notre système immunitaire est moins en forme que quand on a une vingtaine d'années, comme la plupart d'entre vous, surtout. Donc, les maladies qui étaient connues jusqu'à présent, là, je parle bien des souches circulantes, okay? Parfois, il y a des petites éclosions de pneumonie, de bronchiolite chez les personnes âgées, dans des centres de personnes âgées, dans les CHSLD, exactement comme le SARS-CoV-2, avec des répercussions moins graves. L'exacerbation d'asthme chez les jeunes enfants surtout, donc des enfants qui font déjà de l'asthme, s'ils attrapent un coronavirus, ça peut avoir des incidences et aggraver les crises d'asthme. Et ce qui est ici le syndrome de détresse respiratoire, ça ne fait pas référence au SARS, c'est chez les nouveau-nés surtout. On voit ce genre de choses-là. Un petit bébé de quelques jours ou quelques semaines qui attrape un coronavirus peut développer un syndrome
assez grave quand même à être hospitalisé et suivi pendant plusieurs jours. Bref, ce que je vais illustrer par rapport à ça, c'est que les coronavirus, comme on pourrait attribuer ça à tous les virus, principalement au virus ARN, donc ce sont des pathogènes qui sont opportunistes, qui peuvent se disséminer dans d'autres tissus. Habituellement, comme je l'ai mentionné, ils restent au niveau des voies respiratoires et causent le rhume, mais selon notre état, selon des mutations qui pourraient survenir, en particulier dans la protéine S, ils peuvent se rendre au niveau des voies respiratoires inférieures et ils peuvent même se disséminer vers d'autres tissus. On a déjà énormément d'exemples liés à ça pour la COVID-19, donc le SARS-CoV-2. C'est déjà démontré, je vais vous en parler tantôt, mais vous avez certainement entendu, peut-être vu dans le cours avec Lionel, qu'il peut causer des problèmes au niveau des vaisseaux sanguins. À certains endroits, il peut causer des problèmes cardiaques et des problèmes neurologiques aussi. Donc, c'est la première fois qu'on s'attarde et on s'intéresse autant au champ de recherche dans lequel j'ai évolué pendant une vingtaine d'années avec Pierre Talbot, c'est-à-dire les coronavirus au cerveau. Donc, ça va être la partie recherche tantôt. Donc, ça, c'était les coronavirus circulants, donc les coronavirus émergents, ceux qui sont pointés ici, bien sûr. Et ce que je vous disais tantôt, la majorité viennent, c'est démontré ou très fortement suspecté qu'ils viennent de différentes espèces de chauves-souris, sauf peut-être le OC43, quoiqu'il y a polémique là-dessus. Donc, on voit que ce sont des virus avec un taux de mortalité très, très faible parce que ce sont des virus bien adaptés à l'humain. Et un virus, quand il est bien adapté à son hôte, il n'y a pas un taux de mortalité grave et il ne cause habituellement pas de mortalité importante la plupart du temps parce qu'il a besoin de son hôte pour se répliquer et se propager. Donc, c'est ce qui fait dire d'ailleurs que le premier SARS-CoV de 2002-2003, avec 10 de mortalité, c'est très élevé. C'est ce qu'on attribuait dans les premiers mois au SARS-CoV-2. Mais si un virus cause 10 de mortalité dans une infection aiguë, comme des virus respiratoires, c'est impossible qu'il puisse se répandre à des centaines de millions de personnes, comme c'est le cas en ce moment. Donc, aujourd'hui, la mortalité qui est associée au SARS-CoV-2, on parle de 0,5 à 2 dépendant des pays. Puis probablement que le 2 c'est dans des pays où il n'y a pas suffisamment de tests de détection qui se font. La réalité qui commence à se dégager, c'est 0,5 à 1 de mortalité pour ce virus-là. Donc, dans tous les cas, on va aussi parler de pathogènes opportunistes. Ceux-là infectent l'humain depuis quelques années. Quand on parle, il y a une nuance qui est pas si importante, mais quand même, pour ces virus-là, on parle de virus qui peuvent infecter l'humain, mais comme surtout dans le cas du SARS-CoV-2 et du MERS-CoV ici, ils n'infectent pas énormément de personnes et ils ont des taux de mortalité assez élevés. Donc, on parle de virus qui peuvent infecter l'humain, mais pas de véritables virus humains donc, qui circulent à chaque année. On verra ce qui va advenir du SARS-CoV-2. Bref, le point, c'était que donc, ces virus émergents sont aussi des pathogènes opportunistes. Puis dans leur cas, eux, c'est que ça leur a permis de franchir les barrières d'espèces. Et c'est, entre autres, pas exclusivement, mais beaucoup dû à des mutations dans la protéine S. Donc, si on regarde ce petit schéma, donc sur les virus émergents, comme je vous l'ai dit tantôt, et c'est le cas pour la vaste majorité des coronavirus qui infectent les mammifères, donc différentes espèces de chauves-souris. Il faut savoir qu'il y a au-dessus de 1000 espèces de chauves-souris à travers le monde. Okay? Donc, ce n'est pas surprenant de retrouver un paquet de virus, puis en particulier les coronavirus. Donc, le SARS-CoV de 2002-2003, son hôte intermédiaire, c'est ce qu'on appelle la civette cat. C'est un animal de la famille des ratons laveurs moufettes qui était vendu dans des marchés en Chine. Le MERS-CoV, c'est le dromadaire. Donc, ce virus-là s'est répandu dans 27 pays. Donc, on parle quand même d'une pandémie, même si c'est sans commune mesure avec ce qui se passe pour la COVID. Mais les pays les plus touchés, l'Arabie saoudite, le Qatar, où sont 95 des cas à travers le monde. On est rendu pour ce virus-là, après 9 ans, à environ 3 500 à 4 000 cas répertoriés seulement. Okay? Mais
Ce qu'il faut savoir, c'est que ce virus-là a un taux de mortalité presque de 40 %. Donc, c'est un frein pour sa propagation naturelle. Il tue son hôte, il ne peut plus se répliquer. Donc, voilà. Et finalement, le SARS-CoV-2, donc celui qui cause la COVID-19, je vous ai mis ici, j'aimais bien mon petit schéma pour deux raisons, OK? On est certain que ça vient du niveau de la chauve-souris. Ce n'est pas comme Donald le pensait et ça n'a pas été créé dans un laboratoire en Chine. Enfin, je ne le crois pas. Même si théoriquement, c'est possible avec les avancées de la biologie moléculaire, je ne crois pas que ce soit le fait. Certains ont avancé que ça pouvait peut-être provenir d'une espèce de serpent. Ça a pas mal été laissé de côté. Franchement, ça me surprendrait. C'est des reptiles, c'est assez loin des mammifères. Donc, ce serait très... on a découvert des séquences de coronavirus similaires, mais pas si proches que ça. On a plus entendu parler du pangolin comme réservoir intermédiaire. On n'entend plus vraiment parler et franchement, j'en suis très surpris parce que c'est probablement le réservoir intermédiaire. Mais le pangolin, pas de Chine, le pangolin malaisien. Il y a des gens qui ont trouvé par des techniques de biologie moléculaire des séquences de coronavirus qui sont à 98 % au moins homologues au SARS-CoV-2 et ils ont même isolé des coronavirus qui ressemblent à s'y méprendre au SARS-CoV-2. Donc, ce n'est pas encore prouvé hors de tout doute, mais c'est probablement ce petit mammifère bizarroïde, parce qu'il y a des écailles, qui serait le réservoir intermédiaire entre la chauve-souris et l'humain. Voilà. Donc, qu'on parle de coronavirus courant ou émergent, c'est un même combat. Pour se répandre, il faut qu'il puisse changer de cellules, d'organes, d'autres. C'est ce que les processus associés à ça sont toujours les mêmes. C'est des virus ARN. J'entendais tantôt Lionel à la fin du cours qui disait les virus ARN mutent plus que ceux ADN. C'est vrai. À cause de leur polymérase, c'est connu, qui fait beaucoup plus d'erreurs quand elle réplique le génome. Il peut aussi avoir de la recombinaison, même des délétions. Ici, je m'arrête sur un point ici. Le fameux variant britannique dont on entend parler pour le SARS-CoV-2 a une délétion de 2 acides aminés dans le gène S avec d'autres mutations dans le gène S et ça lui confère une capacité, une plus grande contagiosité. Donc, le virus, ça peut prendre 10 fois moins de virus pour infecter une personne. Donc, c'est pour ça qu'il est en train de prendre la place tranquillement du virus qui était le type sauvage auparavant. Ce n'est pas un virus qui est plus virulent. Okay? C'est parce qu'on a entendu aussi de ça. C'est vraiment pas clair, sauf qu'on peut se dire, s'il infecte 2 ou 3 personnes au lieu de 2 à partir d'une personne, bien, ça va finir par créer un pourcentage apparent comme s'il était plus virulent, mais c'est parce qu'il infecte plus de personnes, donc plus de personnes vont être malades. Mais si on prenait les pourcentages au niveau de la mortalité, c'est similaire au virus de base. Et finalement, tout ça, la structure des populations des coronavirus, puis là, j'arrive tranquillement d'ici quelques minutes au côté recherche. Je prends un petit moment pour vous parler de quasi-espèces. C'est un truc que tu as vu dans le cours, Lionel? Non? OK. Très rapidement, OK. La façon dont ça se présente, les coronavirus et tous les virus ARN sont comme ça. Ce qui est représenté ici, les quasi-espèces virales, étant donné justement que la polymérase est très mauvaise quand elle réplique le génome, elle fait toujours des erreurs au hasard. C'est de l'évolution, c'est du Darwin. C'est pareil comme ce que nous, on subit, mais nous, c'est sur des milliers, des millions d'années. Les virus, c'est quotidien. Donc, quand on parle comme par exemple du SARS-CoV-2 ici, on a une séquence qu'on appelle la séquence consensus. Il y a plusieurs milliers de séquences du génome du virus qui ont été caractérisées dans le monde. Et on a une séquence consensus qui n'existe pas vraiment, mais qui représente, comme c'est identifié ici, la séquence qui intègre les mutations principales qu'on retrouve dans les différentes quasi-espèces. On appelle ça une quasi-espèce
chez les virus, comme chez les êtres vivants, on parle d'espèces, mais comme ici, il y a des génomes différents à l'intérieur, on pense que c'est presque des espèces, donc on les qualifie de quasi-espèces. Et à travers tout ça, il y a une séquence majoritaire qui va se retrouver et habituellement, c'est celle-là qui va prendre la place dans une population. Jusqu'à Noël, c'était le même variant de type sauvage qui était répandu principalement dans le monde et à commencer par la Grande-Bretagne. En fait, ils l'ont découvert au début du mois de décembre, mais après, avec un retour en arrière, ils savent que le virus était là déjà à la mi-septembre. Donc, celui qu'on appelle le variant britannique, qui est ici depuis déjà un moment maintenant, c'est en train de devenir la séquence majoritaire. Puis la raison, c'est parce qu'il est mieux adapté, il est plus contagieux, il se répand plus facilement dans la population. Donc, c'est sûr et certain qu'il va supplanter le variant précédent. Okay? J'utilise le mot variant consciemment, qu'on parle du virus d'avant ou du nouveau ou celui qui pourrait apparaître dans 3 semaines. Ce sont tous des variations sur le même thème. C'est ce que ça veut dire, variant. Donc, et les variations, donc les mutations qu'on voit dans le génome, sont dans différents endroits stratégiques, principalement au niveau de la protéine S. Pourquoi? Parce que cette protéine S-là, comme je l'ai dit tantôt, c'est celle qui donne le nom au virus, la forme au virus et donc son nom. C'est une énorme protéine. Ici, ce n'est pas à l'échelle. OK, j'aurais dû faire la protéine S là, à peu près jusqu'ici. Donc, très, très grosse, sous forme de trimère, comme on voit ici. C'est elle qui permet au virus de reconnaître le récepteur à la surface. Elle a donc un rôle majeur dans les premières étapes du cycle infectieux. C'est un facteur de virulence au niveau des voies respiratoires et du système nerveux. Donc, on sait que certaines mutations dans la protéine S vont faire en sorte que le variant en question va être plus ou moins virulent. Et c'est le principal inducteur d'anticorps neutralisants. C'est pour ça que c'est ce qu'on a utilisé pour développer les différents vaccins moléculaires recombinants qui sont sur le marché en ce moment. Ce n'est pas un hasard. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, des pathogènes opportunistes, ça peut se disséminer à d'autres tissus, ça entre autres au système nerveux. Donc, c'est lié à une modification du tropisme, donc en bonne partie à des mutations qui s'accumulent dans la protéine S. Donc, j'arrive à proprement parler dans la portion des résultats de recherche qu'on a obtenus dans les dernières années quand j'étais encore avec Pierre Talbot à l'Institut Manfredi. Donc, l'hypothèse de base, c'est que les coronavirus humains sont neuro-invasifs, neurotropes et neurovirulents. Neuro-invasifs, ça veut dire qu'ils sont capables d'envahir le système nerveux central à partir de la périphérie, à partir des voies respiratoires, par exemple. Neurotropes, ils sont capables d'infecter les cellules qui sont dans le système nerveux, les neurones ou autres cellules qui sont là, et neurovirulents, donc causer une maladie associée. Donc, ce qui est illustré ici, le coronavirus, et ça, c'est le modèle qu'on a établi sur lequel je vais revenir dans les prochaines minutes. Donc, avec le coronavirus OC43, une souche de coronavirus circulante, donc qui revient année après année, qui infecte d'habitude les voies respiratoires supérieures. Donc, on a démontré, puis je vais vous montrer les résultats à l'appui, que ce virus-là, une fois qu'il entre dans le nez, notre modèle, c'est qu'il peut infecter la muqueuse olfactive, donc le neuroépithélium. Ce qu'on voit ici, ce sont des cellules de soutien, les grosses cellules jaune-orangées, avec des neurones qui sont entre ces cellules-là. C'est des neurones particuliers, ça, ce sont des neurones olfactifs, ceux qui nous permettent de percevoir les odeurs. Okay? Donc, on voit donc qu'il se fait un lien. Ça, ils ont comme des récepteurs pour les odeurs ici. On est dans la cavité nasale. Je vais vous le montrer avec un modèle chez la souris après. Et ils font des synapses très rapidement avec d'autres neurones. Ça représente le nerf olfactif. Et on arrive au niveau du bulbe olfactif ici. Et après, habituellement, on a des bons moyens de défense pour que le virus n'aille pas plus loin. Mais ça dépend justement de notre état
de l'état de notre système immunitaire, donc de notre âge, et à savoir aussi si le virus porte des mutations particulières, entre autres dans le gène S. Donc, avec un modèle de souris, ce qu'on a fait, vous voyez la structure qui est ici ressemble, bon, le schéma est plus beau que le mien, là, mais bon, il y avait des professionnels pour faire ce schéma-là, ça c'est moi qui l'ai fait tout seul. Bref, ce qui est ici, c'est un grossissement des cavités nasales. La souris ici avec son museau, les dents ici. Donc, on est dans la tête au niveau des voies respiratoires. Le même type de cellules, les cellules de soutien ici et les cellules colorées qui sont là, ce sont les neurones. Donc, en haut ici, on voit la cavité nasale, donc avec ce qu'on appelle des cils, mais ce n'est pas la même chose que des cils pour les voies respiratoires. C'est vraiment des dendrites qui ont des récepteurs pour toutes les odeurs qu'on peut sentir. Et ce sont ces récepteurs d'odeur que le virus utilise pour pénétrer à l'intérieur des neurones. Ce qu'on voit, je vais vous montrer beaucoup plus d'images dans les prochaines minutes, mais en gros, donc, ça, c'est une image typique des résultats qu'on a. Ce qu'on voit en bleu, ce sont les noyaux des cellules. Donc ici, c'est une représentation de ça dans les cavités, les fosses nasales ici. Et ce qu'on voit en verdâtre, ce sont des neurones olfactifs qui sont infectés par le virus. Ici, en noir, on est dans la cavité. On distingue, moi je suis habitué de le voir, je ne sais pas si vous le voyez, mais ce qu'on voit ici, ce sont les fameux dendrites qui ont des récepteurs pour recevoir les odeurs. Le virus s'accroche là, va remonter au niveau du corps cellulaire, c'est ce qu'on voit de chaque côté, éventuellement arriver jusqu'au bulbe olfactif et pouvoir se disséminer au niveau du cerveau et même dans la moelle épinière dans certains cas. Petite parenthèse, il y a aussi une possibilité de route hématogène pour que les coronavirus puissent arriver au système nerveux central. Hémato, ça veut dire le sang. Donc, on sait par exemple le SARS-CoV-2, le premier de 2002, est capable de se rendre au niveau du cerveau et il utilise probablement les deux voies. Le nerf olfactif, mais aussi la route hématogène parce qu'il est capable d'infecter, entre autres, des monocytes macrophages qui peuvent être appelés à se rendre au niveau du cerveau et par le fait même apporter le virus avec eux. C'est la voie qui est connue pour un virus que vous connaissez bien, que je suis certain Lionel vous a parlé du HIV qui utilise cette voie-là pour se rendre au niveau du système nerveux central, donc en infectant justement des monocytes macrophages qui, lorsqu'ils vont entrer dans le système nerveux central, parce que oui, les cellules immunitaires sont très contrôlées, mais ils sont capables, dans certaines circonstances, de se rendre au niveau du système nerveux central. Et dans ce cas-là, malheureusement, elles apportent avec elles, sans le savoir, un virus. C'est pour le HIV ce qu'on appelle l'hypothèse du cheval de Troie. En fait, ce n'est plus une hypothèse, on le sait que c'est comme ça que ça marche. Et c'est ce qui cause ce qu'on appelle le neurosida. Donc, si on revient sur la protéine S, c'est donc cette grosse glycoprotéine. Elle est en deux portions, comme on le voit, une tête globulaire et une tige qui est insérée dans l'enveloppe du virus. Je ne vous parle pas de toutes les autres protéines virales, on n'a pas le temps. Cette protéine-là, donc, la portion globulaire ici, c'est celle qui va interagir avec le récepteur cellulaire. Mais pour ce faire, elle va d'abord reconnaître le récepteur, mais pour que l'infection puisse suivre son cours, que le virus pénètre les cellules, libère son génome et commence à se répliquer, il faut que la protéine soit clivée à 2 ou 3 endroits différents pour changer sa conformation et faire en sorte que le cycle réplicatif puisse commencer comme il faut. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, vous allez voir, les prochains résultats, je vais justement insister sur la différence de variants qui portent des mutations différentes dans la protéine S et on voit que les mutations associées à ces sites de clivage dans la protéine sont associées directement à la capacité d'invasion, de propagation et donc de virulence du coronavirus. Donc, cette protéine S-là, elle peut être clivée à l'entrée, donc pour n'importe quel type cellulaire, dans l'infection et dans la propagation entre les cellules par la suite.
Donc là, c'est une cellule générique, on va dire une cellule épithéliale, mais c'est vrai aussi dans les neurones et les cellules du système nerveux. Donc, sans retenir les noms, là, il y a différents types de protéines, TMPRSS, furine, catepsine. Ce sont toutes des protéases, donc qui reconnaissent des sites particuliers avec une séquence d'acides aminés particuliers et ils vont cliver de façon très spécifique à ces endroits-là. Ça va changer la conformation de la protéine, comme je l'ai dit tantôt, et permettre l'infection. Donc, ce qui est important de voir ici, c'est que c'est important pour l'entrée. Et même une fois la réplication faite, c'est important pour la maturation des protéines, particulièrement de la protéine S. Donc, ici, c'est la voie de sécrétion des virus. Et c'est même important pour relarguer le virus pour qu'il puisse sortir des cellules et aller se propager vers des cellules adjacentes. Okay? Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça maintenant, parce que c'est directement en lien avec les résultats que je vous présente. Donc, justement, on a travaillé, nous, avec les outils de biologie moléculaire. On a été capable de faire ce qu'on appelle la mutagenèse dirigée pour modifier les deux sites de clivage qu'on connaissait depuis un bon moment dans le coronavirus OC43. La première image que je vous montre ici, c'est une des premières expériences qu'on a faites quand on a obtenu ces virus-là. Donc, le graphique, jour post-infection, donc sur 3 semaines, pourcentage de survie. Donc, on a infecté des souris en leur faisant respirer du coronavirus, comme on pourrait le faire nous-mêmes. Et on a mesuré différents symptômes allant jusqu'à la mort avec le virus de référence au départ, donc en noir. Donc, on voit que déjà une semaine après le début de l'infection, il y a une mortalité importante. Ce sont des souris jeunes qui ont 3 semaines. Avec un virus dont on a modifié un premier site de clivage, on voit que la neurovirulence est beaucoup atténuée. Il y a encore de la mortalité, mais on parle de 10 au bout de 3 semaines comparé à presque 60 Et un troisième virus où on a modifié un autre site de clivage qui est encore plus important parce que celui-là, même après 3 semaines, 0 pourcentage de mortalité. Ce qu'on a vu, c'est que c'était lié, comme je vous en parle depuis tantôt, à une neuroinvasion, une neuropropagation qui sont altérées. Donc, ici, avec le virus de référence, celui qui est ATCC, donc qui tue près de 60 des souris infectées, on voit ici ce qu'il faut que vous reconnaissiez de tantôt. Je vous aide. Donc, 1, c'est les cavités nasales que je vous ai montrées tantôt. 2, le bulbe olfactif. 3, c'est une partie du cortex qui s'appelle le cortex périforme chez la souris et dans une bonne mesure aussi chez l'humain. C'est des régions du cortex associées aux aires olfactives, donc pour reconnaître les odeurs. 4, l'hippocampe, une autre structure importante. Et 5, le tronc cérébral qui va faire le lien entre le cerveau et la moelle épinière qu'on ne voit pas ici. Donc, ce qu'il faut voir là-dessus, encore une fois, en bleu, ce sont les noyaux des cellules, donc tous les neurones et autres cellules qui se retrouvent dans la tête de la souris, parce qu'ici, il ne faut pas oublier que c'est le nez. Okay? Le cerveau commence vraiment, le cerveau, c'est ce que je vous encercle ici. Okay? Tout ça, c'est avant le cerveau et ça, c'est après vers la moelle épinière. Donc, si on fait un grossissement des cavités nasales, premier grossissement et même un deuxième, bien, vous voyez ce que je vous ai montré tantôt, c'est-à-dire que les neurones olfactifs sont bel et bien infectés suite au fait que les souris ont respiré le virus. Quand on fait le même exercice avec les 2 variants de la protéine S beaucoup moins virulents, bien, on s'aperçoit qu'il y a une relation directe. Ils envahissent beaucoup moins. Il y a moins de neurones olfactifs infectés. C'est en corrélation parfaite avec le degré de virulence et la propagation dans le cerveau comparé au virus de référence. Vous voyez qu'ici, il y en a beaucoup moins, puis ici, il y en a, mais presque pas. Okay? Donc, premier site de clivage, deuxième site de clivage. Je rappelle, ce sont vraiment des variants qui peuvent exister en nature. Nous, on les a créés en laboratoire, mais ça existe en nature, ce genre de variant-là.
On voulait voir comment les virus pouvaient se propager dans les neurones et entre les neurones. Donc, on a utilisé des modèles particuliers de culture cellulaire, donc avec ce qu'on appelle des chambres microfluidiques. Ça, ce truc-là, c'est tout petit. Ce que vous voyez ici, donc, les réservoirs d'en haut, on met du milieu de culture cellulaire, en fait, dans les 4 réservoirs, et on ensemence des neurones qu'on a récupérés de bébés, d'embryons de souris. On va les laisser croître dans des conditions de culture très particulières. Donc, ces réservoirs-là sont coupés. Ici, vous avez une chambre, une première chambre, si je la mets ici, qui va s'appeler le côté soma. Donc, ce qu'on voit ici, ce que je vous montre en vert, ce sont les corps cellulaires des neurones. À travers, il y a des microcanaux dans lesquels les neurones peuvent allonger les axones. Donc, on va se retrouver ici avec les axones qui vont se terminer dans la deuxième chambre, donc le côté axonal ici, où il va y avoir aussi des dendrites, comme je vous l'ai montré tantôt pour les neurones olfactifs. Quand on fait ce genre de choses, ce que ça nous permet de voir, ça c'est une image générée, je vais vous montrer nos vrais résultats après. Donc, des neurones que des gens ont réussi à mettre en culture dans ces chambres microfluidiques. Donc, ici, on voit les corps cellulaires, les microcanaux dans lesquels s'allongent les axones et la fin des axones et éventuellement des dendrites au bout parce que les neurones voudraient éventuellement se développer pour faire des connexions avec d'autres neurones. Donc, c'est ce qu'on peut voir. Et quand on infecte les virus, donc vous voyez, les 3 compartiments associés. Donc, ici, les corps cellulaires, les microcanaux avec les axones, le début des axones et la fin des axones qui est dans les autres chambres. Et donc, ce que nous, on a réussi à obtenir, donc ici, c'est la fameuse chambre avec les corps cellulaires, donc ce qu'on appelle le soma, avec des microcanaux dans la deuxième chambre. On voit que certains des neurones ont pu allonger des axones pour aller jusqu'au bout, ici, dans la troisième chambre. Pourquoi on a fait ça? Bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a infecté les neurones avec du virus dans cette chambre-là et on voulait voir de quelle façon les virus pouvaient, est-ce qu'ils pouvaient, et si oui, de quelle façon, se propager entre les neurones et à l'intérieur du neurone pour arriver jusqu'au bout, parce qu'on sait qu'ils sont capables de se rendre jusqu'au bout. Okay? Ici, je vous montre une image de microscopie électronique associée à ça. Donc, ici, un corps cellulaire de neurone avec son axone. Et si on fait différents grossissements, on voit dans des vésicules particulières à l'intérieur du corps cellulaire et dans les axones, on est capable de mettre en évidence des particules virales. Donc, on sait, grâce à ça, là, je résume, okay, on a fait beaucoup plus d'expériences que ça, mais en gros, donc le modèle qu'on propose, c'est, mettons qu'on se place ici au niveau des neurones olfactifs. Les coronavirus vont pouvoir entrer dans les neurones, vont pouvoir utiliser ce qu'on appelle des moteurs moléculaires dans les axones, donc des réseaux particuliers qu'utilisent les molécules qui sont dans les cellules pour que les neurones fonctionnent bien, neurotransmetteurs et autres trucs, et toute une panoplie même d'organites. Et ce faisant, ils vont pouvoir se propager dans l'axone, soit aller jusqu'au bout et pouvoir infecter un deuxième neurone. Ici, on serait rendu dans le cerveau et ça peut faire en sorte que ça va se propager dans différentes régions du cerveau et éventuellement jusqu'à la moelle épinière. Ou bien, il y a des endroits où le virus pourrait sortir à mi-chemin pour aller infecter des neurones qui seraient collatéraux. Donc, on a plusieurs façons que le virus peut utiliser pour aller infecter et coloniser les différentes régions du cerveau de cette façon-là. Si je vous montre très, très rapidement juste un tout petit vidéo qui dure quelques secondes, et ici, là. Okay. Ce qu'on voit ici, vous voyez bien,
Non, moi, je vois pas le vidéo. OK, OK, on peut pas le... Attends, comment je fais pour le partager? Il faudrait que je le partage. OK, je vais aller voir pour repartager, pardon. Faut que tu arrêtes le Ouais, partage du document en cours et que tu partages l'autre document. OK. Euh, OK, ben je vais vous l'envoyer, OK, parce que je ne veux pas risquer de créer des problèmes dans la présentation, puis il est déjà 10h42. Fait que, bref, ce que ça montre, c'est véritablement donc le modèle qui est ici. Donc, on voit du virus qui est sur les neurones et qui peut passer d'un neurone à l'autre comme ça, en temps réel. Donc, on a fait ça avec un microscope confocal avec du virus vivant, donc qui pouvait se promener dans les axones. OK, donc je vais accélérer un petit peu. Bref, ce que je vous montre ici, donc en jaune-vert, c'est le virus OC43 et en rouge, ce sont les neurones. Et c'est juste une comparaison justement entre le virus de type sauvage, 24 heures, 48 heures post-infection. On avait mis des neurones en culture. Donc, on voit que le virus s'est propagé. Chaque cellule verte ici, c'est parce qu'il y a du coronavirus dedans. Donc, le virus de type sauvage, ça se propage très bien. Alors que les deux mutants dont je vous ai parlé tantôt, on voit que c'est très altéré. Donc, en rouge, il y a à peu près la même quantité de neurones dans les deux cas, mais on voit que la propagation du virus est très altérée. Et la raison, c'est dû à des mutations particulières dans les sites de clivage de la protéine S dont je vous ai parlé tantôt. Et quand on fait des mesures sur la production de particules virales dans des neurones, bien, on voit encore une fois que le virus de référence produit beaucoup de particules virales, le mutant du premier site de clivage un peu moins et le troisième presque pas. Et ça, ici, c'est la même corrélation pour le pourcentage de cellules infectées. Et donc, ça corrobore très bien ce qu'on voit in vivo avec notre modèle de souris. On a aussi utilisé un virus dans lequel on avait cloné le gène de la luciférase. En gros, c'est juste quelque chose qui permet d'émettre de la bioluminescence. Donc, ce qu'on voit ici, okay, on a injecté le virus et on voit dans le cerveau, okay, ça c'est le virus de type sauvage. Donc, la luminosité, c'est en corrélation parfaite avec la quantité de virus qu'il y a. Donc, on voit qu'après 3 jours, déjà, on commence à détecter du virus, à 4 jours encore plus, puis à 5 jours, il y en a un peu moins parce qu'on sait déjà que le virus commence à être éliminé par le système immunitaire inné à l'intérieur du cerveau. Ce qu'on voit en rouge, c'est au niveau de la moelle épinière. Donc, le virus de référence est capable de se propager aussi vers la moelle épinière, de la même façon qu'il faisait dans le cerveau. C'est ce que je vous illustre ici d'une autre façon. On a mesuré les particules infectieuses qui étaient faites au niveau de l'encéphale, donc du cerveau, pour les 3 virus. Okay? On voit encore une fois que celui qui se répand très mal produit presque pas de particules virales. Et quand on va au niveau de la moelle épinière, on voit qu'il y a seulement le virus de référence qui peut avoir sa protéine S clivée, qui va produire un bon nombre de particules virales. Quand on regarde après ça, on s'est dit, OK, ça c'est pour les particules virales, mais on veut aller voir si on était capable quand même de détecter de l'ARN viral. Et ce qu'on voit sur cette figure, en gros, c'est que c'est décalé. Quand on regarde les carrés, c'est le virus de référence. Donc, dès 3 jours, on voit de l'ARN. Pour le mutant intermédiaire, on en voit à 5 jours. Et pour le mutant très, très atténué, on en voit juste à 7 jours. Par contre, la quantité d'ARN est la même. Okay? Donc, on s'est dit, il y a un décalage, mais même si on ne détecte pas de particules virales infectieuses, on sait que même les variants peuvent se rendre au niveau de la moelle épinière. C'est juste qu'ils ne sont pas très efficaces pour compléter leur cycle. Donc, on a voulu regarder à l'intérieur du liquide céphalorachidien. Donc, ce que je vous présente ici, c'est à l'intérieur du cerveau. On a des ventricules qui sont là où il y a le liquide céphalorachidien qui circule, qui est très important pour un paquet de fonctions dans le cerveau. C'est tout un réseau, ces ventricules-là, qui communiquent avec la moelle épinière qui continuerait ici sur mon schéma. Pourquoi je présente ça? Ces ventricules-là
contiennent le LCR. Donc, on a voulu mesurer, encore une fois, s'il y avait de l'ARN viral à l'intérieur de ce LCR pour les virus. On a vu la même chose que pour la moelle épinière. C'est décalé dans le temps, mais la quantité est pas mal similaire pour les trois variants. Donc, on s'est dit, OK, qu'est-ce qui peut causer la différence? On est allé un peu plus loin et au niveau des ventricules dont je vous parle, ces ventricules-là sont tapissés par des cellules épithéliales particulières qu'on appelle les cellules épandymères. En fait, ce sont les cellules qui fabriquent le liquide céphalorachidien qui est super important pour que notre cerveau fonctionne bien. Ce qu'on voit ici pour le virus de référence, toujours la même chose. En bleu, les noyaux des cellules. En vert, des cellules infectées par le virus. Ce qui est pointé ici, c'est un ventricule principal. Okay? On voit très bien que les cellules qui tapissent tout autour, donc les cellules épandymères, sont infectées de façon très importante par ce virus-là. Quand on grossit, on prend un petit plan ici en immunofluorescence, donc en vert, les cellules infectées, en bleu, les noyaux de toutes les cellules. On voit qu'il y a plusieurs cellules qui sont infectées. Et ici, c'est le même champ microscopique, mais avec une lumière normale. Donc, pour représenter, ici, on a le ventricule et là, ce sont les cellules épandymères. Quand on compare aux deux autres virus, l'intermédiaire ou le très atténué, bien, vous voyez comme moi qu'il y a beaucoup moins de cellules infectées, presque pas ici. Et quand on fait les grossissements, on voit la même chose. Donc, ce que ça suggère, c'est la capacité du virus de référence, donc avec une protéine S donnée, lui confère la capacité d'infecter les cellules épandymères et les variants qui ont des mutations dans la protéine S perdent de façon intermédiaire ou presque totalement cette capacité-là à infecter les cellules épandymères. Et c'est ce qui fait que probablement le virus n'est pas capable de se rendre efficacement jusqu'à la moelle épinière pour créer une pathologie plus grave. Ce que je vous indique ici, c'est l'interféron, qui est certainement une molécule dont vous avez entendu parler dans le cours de Lionel. Donc, une cytokine très importante pour contrer les infections virales. C'est l'interféron qui est produit par ces cellules épandymères qui va limiter la propagation vers la moelle épinière et donc diminuer la virulence. Ici, et par rapport à avant, l'image précédente, c'était chez des souris normales. Donc, le virus de référence infecte beaucoup, intermédiaire, pas du tout. Et quand on prend des cellules, des cerveaux de souris qui n'ont plus la capacité de réagir à l'interféron, bien, on voit que les cellules épandymères peuvent être infectées, pas également, mais beaucoup plus efficacement pour les trois virus, peu importe que ce soit des variants atténués ou pas. Donc, on met en lumière le côté de l'hôte, donc un facteur de l'hôte. Dans ce cas-là, la capacité, l'immunité innée, la capacité à se défendre contre le coronavirus qui entrerait dans le système nerveux. Et bref, chez ces souris-là, bien, si je reprends mon graphique de tantôt chez des souris normales, la mortalité induite par le virus de référence versus les deux variants, vous voyez que le variant intermédiaire tue beaucoup plus de cellules, évidemment le virus de référence aussi. Et le virus qui est le plus atténué, même s'il infecte plus et se réplique plus, il n'y a quand même pas de mortalité induite, mais il cause certains symptômes neurologiques chez les souris. Donc, ça fait l'ensemble des résultats qu'on a obtenus avec les modèles que je vous ai présentés de culture cellulaire et de souris, les résultats les plus récents qu'on a obtenus au laboratoire de Pierre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire comme implication possible chez l'humain? Bien, qu'on parle du SARS-CoV-2 ou des autres coronavirus. Ça va être variable avec ce que je vous ai montré. Donc, ça peut être très important chez les populations vulnérables. Donc, si les personnes, comme les personnes âgées notamment, qui souffrent de maladies beaucoup plus graves et qui ont des taux de mortalité beaucoup plus élevés, ce n'est pas nécessairement dû au fait que le virus peut aller au cerveau. Par contre, ça implique que le virus est capable de se propager beaucoup plus efficacement dans l'organisme au complet, que ce soit au niveau du cœur, au niveau des vaisseaux sanguins ailleurs ou dans le cerveau.
et c'est démontré qu'il peut le faire dans le cerveau. Et le client que je veux faire, c'est en ce moment donc les variants de la protéine S qui se promènent dans la population. Ça vaudrait la peine éventuellement. Il va certainement avoir des études qui vont être faites par rapport à ça. J'ai des collaborateurs aux États-Unis avec qui j'essaie de continuer des collaborations là-dessus pour voir donc si on va être capable de mettre en lumière si les variants de la protéine S sont capables d'envahir plus facilement ou moins facilement le système nerveux par rapport au SARS-CoV-2 de départ. Okay? Ça peut avoir des effets à court et à long terme chez l'humain. Donc, c'est ce qu'on commence à appeler le neuro-COVID. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Donc, il y a eu beaucoup d'articles qui sont parus déjà au mois d'avril, mai, juin dernier, où plein de gens parlaient de symptômes neurologiques associés. Moi, je dirais oui, mais encore, ce n'est pas du tout une preuve que le virus puisse se rendre au niveau du cerveau. Okay? Un mal de tête, des étourdissements, c'est des symptômes neurologiques, mais d'aucune façon, ça veut dire que le virus est au cerveau. Donc, il y a des gens, dont une équipe avec qui je travaille aux États-Unis, qui se sont penchés sur cette capacité de neuroinvasion parce que nous, on avait déjà montré chez l'humain, il y a 20 ans, que c'était possible. Les coronavirus circulants peuvent se rendre chez l'humain. On est capable d'en détecter dans des cerveaux humains chez des gens chez qui on a fait les autopsies. Donc, bref, les différentes choses qu'il faut essayer de comprendre, c'est si oui, est-ce qu'il y a une neuroinvasion, quel est le processus, où est-ce qu'il faut chercher dans le LCR ou dans le tissu du cerveau comme tel, le parenchyme, quels sont les effets directs de l'infection, les effets indirects, donc la neuroinflammation, liés à l'interféron dont je vous ai parlé ou à d'autres cytokines et éventuellement à l'appel de cellules immunitaires, et les effets à court et à long terme associés à ça. Donc, je vous montre ici un papier qui est soumis auquel j'ai participé, donc avec l'équipe aux États-Unis, principalement des gens de la clinique Mayo et d'un centre de recherche en Arizona qui est dirigé par Thomas Beach. Donc, dans ça, ce qu'on montre, c'est que chez une proportion, chez environ 20 des personnes où on a analysé, il peut y avoir présence d'ARN viral chez les cerveaux qui ont été analysés. Voilà, donc on a analysé une vingtaine de cerveaux et on a détecté de l'ARN viral dans 4, donc 4 sur 20, 5 oui, voilà. Non, c'est pas vrai, c'est pas 4 sur 20, c'est plus que ça. Bref, c'est 5 20 croyez-moi. Je suis désolé, je suis mêlé dans les chiffres. Bref, puis on a aussi au moins 16 autres études qui démontrent une possible neuroinvasion du SARS-CoV-2, donc c'est-à-dire une possibilité que ce coronavirus-là puisse pénétrer au niveau du cerveau. Habituellement, ce qu'on a détecté, nous, c'est qu'il est présent en plus grande quantité au niveau du bulbe olfactif. C'est normal, c'est la voie d'entrée. Et dans certains patients qui ont été étudiés, on a vu du coronavirus dans d'autres régions du cerveau. Mais chez la plupart des personnes qui ont été, dont le cerveau a été analysé, on voyait seulement de l'ARN au niveau du bulbe olfactif, ce qui veut dire que le virus était probablement stoppé dans sa progression par l'interféron et autres cytokines du système immunitaire inné à l'intérieur du système nerveux central. Parce que je ne veux pas que vous... C'est très intéressant et c'est vrai, ce genre de choses-là. Les coronavirus sont neuroinvasifs, comme plusieurs autres virus et des virus respiratoires, mais ça arrive chez une minorité de personnes. Okay? Le virus pour lequel c'est le plus connu, c'est le virus herpès, et on parle d'une personne sur 10 000 environ qui est infectée, qui va avoir des problèmes au cerveau à cause du virus herpès. Donc, ce sont des phénomènes très rares, mais avec des conséquences très graves. Des encéphalites virales, c'est de 25 à 50 de mortalité. Okay? Donc, c'est quand même grave, même si ça n'arrive pas très souvent. Ici, je termine juste en soulignant que c'est très particulier parce que les premiers cas avaient été répertoriés pour le SARS-CoV-2, donc la COVID, fin décembre en Chine. En tout cas, ils ont été répertoriés. Depuis quand ils en avaient détecté, on ne le saura jamais parce qu'ils n'ont pas l'habitude de donner tous les détails qu'il faudrait, mais bon. Mais bref, j'avais sorti avec les autres auteurs qui sont ici, dont Pierre Talbot,
un review sur les coronavirus humains et autres virus respiratoires, dont influenza en particulier. En fait, le titre, c'était sous forme de question. Est-ce que ce sont des pathogènes sous-estimés du système nerveux central? Je pense qu'aujourd'hui, on a possiblement la réponse. J'ai publié ça, on a publié ça le 20 décembre, quelques jours avant qu'on rapporte les premiers cas de COVID-19. On était un peu sous le choc. Et dernière diapo, donc je vous parle rapidement. Les travaux qu'on a faits ont attiré l'attention de certaines personnes et ces personnes-là ont créé ce qui s'appelle un organisme qui s'appelle VNeXT, donc Viral Neuro Exploration. C'est une initiative pan-canadienne à laquelle je participe et Pierre aussi. C'est quelque chose qui veut aider à la promotion de la recherche sur les virus neuro-invasifs en général et en particulier sur les virus respiratoires, pas seulement sur le SARS-CoV-2. Et donc, qui voudrait être capable de ramasser des fonds pour donner des subventions, justement, spécifiquement pour ce genre de recherche-là, parce que ce n'est pas facile à avoir au niveau des organismes subventionnaires habituels. Donc, les différents trucs à évaluer. Et dans ce groupe-là, bon, il y a moi, il y a Pierre, il y a des neurologues, il y a des immunologistes, il y a même des personnes qui explorent plus les effets sur le comportement, les modifications de comportement que les infections virales peuvent induire. Bref, c'est un truc qui est vraiment le fun, qui est parti depuis environ 7-8 mois. Et j'espère que des chercheurs, dont peut-être moi, vont pouvoir en bénéficier. Voilà, donc je vous remercie. Ça fait le tour de ma présentation. Donc, je suis ouvert aux questions. Merci beaucoup, Marc, pour cette présentation là, très, très détaillée. Là, on a bien apprécié que ça aille au-delà de SARS-CoV-2 spécifiquement, parce que certainement que même si on a beaucoup d'informations sur SARS-CoV-2, on n'en a pas tellement sur les autres coronavirus. Alors, merci beaucoup pour ça. Donc, on va avoir le temps pour quelques questions. Alors, je ne vois pas tout le monde nécessairement, donc je vous suggère d'utiliser la fonction de prise de parole qui se trouve dans votre Zoom. Ou si vous ne la trouvez pas, de juste ouvrir votre micro et poser la question. S'il n'y a pas de question immédiate, alors je vais commencer moi-même. Est-ce que on sait, Marc, s'il y a une corrélation, bon, on le sait évidemment tous que pour SARS-CoV-2, il y a beaucoup de personnes qui expérimentent des pertes de goût, des pertes d'odorat. Est-ce que, et pour certaines de ces personnes, c'est des symptômes qui vont être sur le plus long terme, c'est-à-dire que parmi les symptômes de ce qu'on appelle maintenant le COVID long ou syndrome post-COVID, il y a une partie de ces personnes qui ont des pertes d'odorat qui peuvent durer parfois plusieurs mois. Alors, est-ce qu'on sait s'il y a une corrélation entre tout ça et puis de l'invasion de neurones olfactifs par le SARS-CoV-2? Oui, en fait, c'est une très bonne question. Merci de le souligner. Je voulais en parler, mais comme je manquais de temps, j'espérais qu'il y ait une question. Donc, merci. OK, donc si je reprends le modèle ici, est-ce que vous voyez? Oui. Oui, OK. Donc, qu'on soit chez l'humain ou chez la souris, grosso modo, c'est très similaire comme architecture. Contrairement au coronavirus OC43 que nous, on a étudié, OK? Nous, on a montré que ce sont les neurones olfactifs directement qui sont infectés. Ils peuvent l'être par le SARS-CoV-2, mais les cellules qui sont principalement infectées par le SARS-CoV-2, ce sont les cellules accessoires à côté ici, qu'on appelle, le vrai terme, c'est les cellules substenticulaires. C'est parce qu'elles ont un niveau, elles expriment le récepteur du virus de façon plus importante et certaines protéases qui vont cliver la protéinase dont je parlais tantôt de façon plus importante aussi. Donc, ce sont elles, les cellules principales au niveau de la muqueuse olfactive qui sont infectées par le virus. Mais il faut savoir, ce sont des cellules de soutien.
Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils aident les neurones à jouer leur rôle. Donc, s'ils sont infectés puis ils meurent par apoptose, bien, éventuellement, les neurones, même s'ils sont infectés de façon moins importante, vont mourir. Et donc, c'est très certainement ce qui cause des problèmes d'anosmie, donc la perte d'odorat, la perte de goût associée, parce que si on n'a plus d'odorat, évidemment, on goûte moins. Et éventuellement, le virus qui serait dans ces cellules-là est quand même capable d'être capté par les neurones et faire en sorte que le SARS-CoV-2 est capable d'infecter les neurones. Par la suite, d'autres types de neurones, quand on est rendu au niveau du bulbe olfactif, et comme je l'ai mentionné tantôt, c'est ce qu'on a montré, entre autres, dans l'article qui est pas sous presse, mais qui est soumis avec les Américains, et parfois de continuer à se propager dans le cerveau. Et probablement, logiquement, l'hypothèse, c'est que ce serait chez des gens dont le système immunitaire est très abîmé. Mais bref, donc, la réponse courte à ta question, c'est oui, il y a une corrélation directe parce qu'il y a une perte, même si ce n'est pas nécessairement lié à une capacité d'infection directe de ces cellules-là, les neurones olfactifs meurent. Et pourquoi ça peut durer longtemps? Bien, les neurones olfactifs, c'est une classe de neurones particuliers qui se renouvellent parce que, contrairement à la vaste majorité des neurones de notre système nerveux central qui sont les a à la naissance, puis on n'a plus qui se multiplient ou presque, bien, ceux-là doivent être renouvelés presque quotidiennement parce qu'ils sont en contact direct avec l'environnement. Okay? Ils sont dans mon nez, ils peuvent être abîmés très facilement. Et donc, si, par exemple, pour l'anosmie, si le virus, c'est une grosse infection, puis il tue ne serait-ce que 25-30 des neurones olfactifs ou même 50 bien, c'est sûr que notre odorat va être touché. Et le temps que l'entièreté des neurones se refasse et que les neurones olfactifs associés à telle odeur, parce que les neurones olfactifs ont des spécificités. Ce n'est pas chaque neurone qui peut sentir n'importe quoi. Il y en a pour je sais pas moi, les oignons, différentes choses comme ça. Donc, c'est pour ça que les gens, le goût va être modifié. Les gens vont dire soit que je ne goûte plus rien ou bien, OK, je mange un oignon, mais ça ne goûte pas l'oignon, ça goûte, je ne sais pas, comme une orange. Je fais des blagues, là, mais vous voyez, c'est que toute l'architecture est touchée, donc on ne sent plus ou on sent très mal, et donc on va aussi goûter très mal. Et ça peut prendre du temps dépendant de la gravité de l'infection. Ça peut durer des semaines et des mois avant qu'on retrouve complètement l'odorat et le goût. Mais théoriquement, on devrait retrouver au complet. Il n'y a pas de raison que les neurones ne finissent pas par se renouveler complètement et permettre donc à nouveau de sentir comme il faut après plusieurs années. Mais à ta connaissance, on n'a pas démontré d'infection persistante de neurones olfactifs qui pourrait également expliquer que les pertes d'odorat puissent durer si longtemps. Non, jusqu'à présent, non. À ma connaissance, c'est bien souligné. À ma connaissance, non. Parfait. Il y a une question de Jarlins Obeyi. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, merci. Merci, Monsieur Desjardins, pour votre présentation. J'aurais une question concernant la SARS-CoV-2. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'infection neuronale autres que les neurones olfactifs et des éventuelles conséquences qui ont été évaluées? Au niveau, je n'ai pas bien compris, je suis désolé, le son n'était pas très bon. Est-ce que vous pouvez répéter, parler un peu plus fort et plus lentement, s'il vous plaît? Ma question est celle-ci. Est-ce que d'autres voies d'infection neuronale avec la SARS-CoV-2 ont été évaluées avec autre que la voie des neurones olfactifs et les éventuelles conséquences? La réponse jusqu'à présent, il y a très peu de choses publiées, mais il y a un excellent article gigantesque qui a été publié dans Journal of Experimental Medicine au mois de janvier qui regarde un peu ça, parce que l'hypothèse, comme pour d'autres virus respiratoires, c'est que les terminaisons nerveuses au niveau des voies respiratoires aussi, autres que le nerf olfactif, donc le nerf vague en particulier,
qui va innerver les poumons et tout ce qui touche le système respiratoire. Si le virus se rend jusque dans les poumons, on peut penser effectivement qu'il pourrait se ramasser au niveau des terminaisons nerveuses qui sont là et infecter les neurones et remonter tranquillement aussi jusqu'au système nerveux. Au début de la pandémie, il y a des gens qui sont allés un peu vite, qui ont sauté un peu vite aux conclusions, qui disaient que c'est sûr que ça doit être ça qui explique les problèmes, certains problèmes respiratoires, parce que ces neurones-là, avec le nerf vague, se ramassent jusqu'au niveau du tronc cérébral et au niveau du bulbe rachidien, où est le centre de contrôle de la respiration. Et donc, c'est une possibilité, mais c'est beaucoup plus probable que les problèmes respiratoires viennent juste d'un mauvais fonctionnement des voies respiratoires sans que le centre respiratoire du tronc cérébral ne soit touché, ce qui n'est pas exclu. Mais je vous dirais que dans notre étude à nous, on n'a rien vu, peut-être dans un cas, une très, très faible quantité d'ARN qui se retrouvait au niveau du tronc cérébral, mais pour que le virus puisse se rendre jusque-là, peut-être à long terme, peut-être s'il y a des infections persistantes, comme le soulignait Lionel. Mais bref, ça demeure des hypothèses, mais pour l'instant, ce n'est pas très bien caractérisé. Ce n'est pas simple à démontrer. Parfait. Il y a une question de Sam. Alors, Sam, vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, je ne me rappelais pas que c'est juste marqué Sam. Dans le fond, vos coupes, dans le fond, qu'on voit le bulbe olfactif, la cavité nasale, ces choses-là, ça, c'est récent ou il y a 20 ans? Parce que c'est ça que je n'avais pas compris. Non, ça, c'est récent. On a commencé ces travaux-là, mon Dieu, ça fait vers 2015-2016. L'image qui est là, puis les autres images, là, le bleu et vert de cavité nasale et de cerveau chez les souris, on vient de publier ça au mois de janvier. On avait déjà parlé dans le review dont je vous parlais tantôt en décembre 2019. Donc, ce qu'on a démontré il y a 20 ans, c'était que, je ne vous ai pas montré d'image, mais on était capable de détecter de l'ARN viral du virus OC43 et de l'autre coronavirus qui était connu à l'époque, le 229E. On avait récolté dans différentes banques de cerveaux à travers le monde 90 cerveaux de Los Angeles, Londres, Montréal, Sydney, je pense aussi. Bref, et on voyait de l'ARN viral d'un des deux coronavirus qu'on connaissait à l'époque, d'environ 40 des 90 cerveaux qu'on avait étudiés. On n'avait pas les outils pour bien caractériser, puis on n'avait pas encore de modèle animal non plus à cette époque-là. Donc, c'est pour ça qu'on a développé à la suite de ça le modèle animal de la souris. On a publié plein d'articles depuis les 20 dernières années. Celui dont je vous parlais tantôt, c'est le dernier en liste parce que c'est celui qui démontre, hors de tout doute, le processus, comment le coronavirus OC43 peut envahir le système nerveux à partir de la périphérie. OK, c'est bon. Je le trouvais belle pas mal pour vos images pour il y a 20 ans. Je dirais dans le fond qu'il y a une autre question. Ma première question, c'était la même que Lionel, puis vous avez bien répondu. Vous avez parlé plus tôt, dans le fond, que vous avez vu en microscopie optique, en temps réel, dans le fond, la propagation du coronavirus dans le neurone. Oui. Dans le fond, vous avez comme vaguement parlé du mécanisme de comment il se déplace. J'imagine que c'est, dans le fond, issu des microtubules, quelque chose du genre en cellules. OK. Oui. Dans le fond, est-ce que les enfants ils se propagent, dans le fond, est-ce que il y a une mort neuronale, dans le fond, pour cette propagation, ou il passe comme les synapses, comme un neurotransmetteur? Non, ça aussi, c'est une excellente question, merci. Il va éventuellement y avoir mort neuronale. C'est pour ça que le virus est neurovirulent, en tout cas chez la souris. Okay. Mais pour qu'il y ait la mort neuronale, il faut que le virus se multiplie de façon importante, ce qu'il fait éventuellement dans certains corps neuronaux. Mais il faut savoir aussi, c'est particulier, les infections virales dans les neurones. Les virus sont captés un peu comme si c'était une odeur, entre guillemets, une molécule d'odeur, et ils vont entrer, ils vont suivre tout le chemin. Là, comment ça fonctionne? Okay, je ne suis pas neurobiologiste, donc je ne ferai pas semblant que je connais tous les processus, mais oui, on sait qu'ils utilisent les microtubules.
Et ça, ce n'est pas les premiers virus qui font ça. Là. Il y a beaucoup de virus qui font ça. La machinerie cellulaire normale, en fait. Et donc, ils peuvent se rendre sans nécessairement se multiplier de façon importante. Ils vont le faire un peu, mais ils n'ont pas besoin de se multiplier beaucoup pour soit voyager un peu et sortir à certains endroits. Ces endroits-là, en fait, c'est probablement au niveau de nœuds de Ranvier, donc où il n'y a pas de myéline dans le cerveau. Et ils pourraient sortir aussi juste au bout de l'axone pour être capable d'aller infecter un nouveau neurone à côté où il va encore reconnaître des récepteurs et pénétrer au niveau des dendrites. Fait que, je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Il y a encore des, tu sais, je vous dis, on a caractérisé, là, puis c'est un modèle, mais on a encore besoin de comprendre beaucoup de choses avant de s'assurer que le modèle est bon et de savoir comment tout ça marche véritablement. Là. OK, mais dans le fond, c'est ça. Dans mon modèle qui est là, il y a beaucoup d'hypothèses. Dans le fond, la question, c'était plus, c'est ça. Dans le fond, ce serait au nœud de Ranvier ou au synapse, dans le fond, comme par exocytose. Ici, c'est nœud de Ranvier, effectivement. OK. Puis là, ça serait au niveau de la synapse entre les différents neurones. Ouais. C'est bon. Merci. Puis à l'intérieur du neurone, est-ce qu'il voyage à l'intérieur de vésicules? Ça reste à déterminer. J'ai envie de dire probablement, mais j'en suis pas certain. D'accord. La dernière question, c'était Hada. Alors, si tu peux. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent être efficaces pour diminuer la propagation de virus? Oui. Vous parlez spécifiquement au niveau du système nerveux ou de façon plus générale? Oui. Système nerveux? Oui, c'est ça. Oui. Okay. Oui, il y a des résultats, des choses qu'on a publiées entre 2012 et 2014, si mon souvenir est bon. On a entre autres évalué une molécule particulière qui s'appelle la mémantine. C'est une molécule qui était à l'étude pour la maladie d'Alzheimer parce que c'est neuroprotecteur. D'accord. Et si on augmente la dose, ça devient antiviral. Okay? La raison, c'est que le virus, quand il se multiplie, donc la mémantine va protéger les neurones et ça a l'air contre-intuitif un peu, mais va faire en sorte que le virus va être moins apte à se multiplier à l'intérieur de ces neurones-là et donc va moins se répandre. Récemment, je pourrais vous dire aussi, j'ai des collègues à l'Institut Armand-Frappier qui ont testé une panoplie de molécules et j'ai hâte d'en entendre parler un peu plus, mais il semble que la mélatonine qu'on prend quand on n'arrive pas à s'endormir le soir qui a un effet au niveau du système nerveux, c'est une hormone naturelle pour s'endormir, a un effet antiviral contre le virus OC43 parce qu'ils utilisent le virus OC43 que je leur ai donné. D'accord, merci. Parfait. Alors, merci beaucoup, Marc, pour cette conférence. Et merci à tous pour votre participation. On va souhaiter une bonne fin de semaine à tout le monde. Merci. À toi aussi. Ciao. Alors, je vais fermer cette réunion. Merci beaucoup. Merci, Lionel. Ciao. Merci.